Bon, bienvenue à tous. Je suis très heureux de vous accueillir en ce jour de Saint-Valentin. Quand on a lancé la conférence, on s'est dit soit il y aura personne, soit il y aura du monde. Donc par chance, il y a du monde, c'est chouette. La Saint-Valentin, la fête de l'amour. Pour commencer, j'ai envie de vous souhaiter joyeuse Saint-Valentin. Voilà, c'est quand même important de se rappeler que c'est aujourd'hui. Moi, personnellement, je crois que j'ai jamais trop aimé la Saint-Valentin. Et vous? Bon, pourtant, à la base, la Saint-Valentin, c'est censé représenter quelque chose de très beau. On est censé quand même fêter l'amour aujourd'hui. Alors pourquoi est-ce que plusieurs d'entre nous peut-être n'aiment pas? Déjà, si on est tous réunis ici, c'est peut-être que beaucoup d'entre nous partagent cette raison, ou en tout cas n'ont pas envie de fêter la Saint-Valentin telle que l'on nous l'a enseignée, si j'ai envie de dire, ou telle que l'on nous l'a proposée. On pourra en reparler plus tard, mais en tout cas, je vais parler pour ma part. La Saint-Valentin, étant donné que ça a pris une tournure un petit peu commerciale, il y a quelque chose qui me gêne là-dedans. Alors, je vais rapidement parler d'où ça vient, parce que je pense que finalement, on est assez peu à savoir d'où vient cette fête. Alors, il y a deux versions. Il y en a une qui daterait du 8e siècle avant Jésus-Christ, donc on remonte loin dans le temps, avec les cultes païens qui célébraient ce qu'on appelle les Lupercales, en l'honneur du dieu Lupanus. C'était pour célébrer la fécondité. Donc, à la base, à l'époque, c'était des fêtes un petit peu... on verrait peut-être pas ça aujourd'hui, mais donc il y avait un sacrifice d'un chien et d'un bouc. Et ensuite, les jeunes hommes se mettaient du sang sur leur front et partaient courir dans les rues de Rome avec des petites lanières en cuir pour fouetter les fesses des jeunes femmes, pour les purifier et leur apporter fécondité lorsqu'elles voudraient procréer. Ça, c'est la première version. Et ces fêtes étaient célébrées entre le 13 et 15 février à l'époque. La seconde version daterait du 3e siècle après Jésus-Christ, où là, cette fois, c'est le prêtre Saint-Valentin qui, sous l'empereur Claude II, célébrait des mariages en secret, parce qu'il croyait fortement en l'amour, en l'union. Et à cette époque, l'empereur interdisait les mariages parce qu'il pensait que des jeunes hommes célibataires feraient de bien meilleurs soldats. Il continua, il fut arrêté et exécuté le 14 février. Donc ça, du côté de l'Église, ils ont plutôt opté pour cette version de l'histoire, et donc la Saint-Valentin fut célébrée par la suite le 14 février, et elle a pris une tournure plus commerciale à partir du 19e siècle, par là, qui est probablement la raison pour laquelle beaucoup d'entre nous n'adhérons pas à cette fête. Donc, on va enchaîner justement de cette fête et voir, dans un premier temps, quelles sont les perceptions de l'amour aujourd'hui dans notre société, et ensuite proposer une réflexion un peu plus profonde sur l'amour. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui existe? Quelque chose peut-être de plus stable, plus pérenne, plus atemporel? Nous allons le voir ensemble, et je vous laisserai vous faire votre avis à la fin de la conférence. Alors l'amour aujourd'hui, dans nos sociétés, je pense qu'il est au cœur de nos préoccupations pour tous. C'est un mot qu'on entend beaucoup, c'est un mot où finalement parfois c'est peut-être dur de le définir aussi, on ne sait pas trop. Hier j'étais à une soirée, on a parlé d'amour et finalement chacun a sa définition, c'est assez drôle, on pourrait faire le test chez vous. Donc ça c'est des propositions en tout cas de l'amour vu dans notre société aujourd'hui. On peut d'abord dire que de façon générale, quand on pense aimer quelqu'un, cela signifie en fait que la personne répond à nos besoins du moment. C'est aussi un moyen d'épanouissement personnel. On cherche via des objets, via acquérir certaines choses, que ce soit dans les relations ou matérielles, pour s'épanouir personnellement. Donc c'est assez égoïste en fait, c'est une manière plutôt égoïste de l'avoir, égocentrée. C'est aussi une quête de l'éphémère, des divertissements, des biens matériels, encore une fois. Donc on cherche à acquérir beaucoup de choses qui ne durent jamais. L'amour, ça peut être aussi une recherche de complétude, parce qu'on ne se sent pas complet par soi-même, et donc on cherche à l'extérieur de nous quelque chose qui va nous compléter, nous combler.
C'est aussi une attirance pour le beau, mais le beau éphémère, pas le beau avec un grand B, le beau véritable. C'est un beau qui change selon nos circonstances de vie, selon les époques. Quelque chose qu'on trouverait beau aujourd'hui était différent il y a 2 siècles. Et donc, c'est un beau qui est aussi alimenté par beaucoup d'attentes. Voilà, donc dans l'amour, il y a toujours beaucoup d'attentes, ça on y reviendra plus tard, et qui est très conditionné, comme je vous le disais, ça peut varier selon les époques, mais très conditionné par la société, par les films que l'on voit, par les réseaux sociaux, par le mariage, par le statut social. Toutes ces choses-là fait que sans s'en rendre compte, on est très conditionné dans notre manière de voir l'amour et de le vivre. Pour finir, c'est également quelque chose de passif. C'est-à-dire que, en fait, on attend de tomber amoureux pour la plupart d'entre nous, comme si l'amour était un peu le fruit du hasard. Et on se dit que la personne ou l'objet, on l'aime parce qu'il va correspondre à certains de nos critères dans un instant T. Alors, je vous ai fait un petit tour rapide de l'amour tel qu'il peut être vu dans la société aujourd'hui. Il peut y avoir bien sûr d'autres versions. Il y a aussi des choses qui peuvent paraître plus enjouées comme un sentiment fort, toutes ces choses-là. Mais en tout cas, je reviens sur le fait que c'est toujours éphémère, ça ne dure pas. Et donc on est toujours dans cette quête perpétuelle. Alors, comment aller vers un amour différent? Vers ce qu'on pourrait appeler l'amour philosophique. L'amour philosophique, ce serait de passer d'une forme d'attente, comme je vous l'ai dit, d'un amour passif, à une responsabilité. C'est-à-dire prendre sa pleine responsabilité et être davantage dans une action. Passer des désirs, qui sont souvent apparentés aux pulsions, au devoir. Alors le mot devoir peut prendre un sens assez fort parfois. Moi personnellement, j'ai mis du temps avant de l'intégrer. Mais un devoir dans le sens où je prends ma responsabilité, je choisis qui je veux être. Donc c'est un choix conscient et je fais ce que je dois faire pour assumer ce choix conscient. Donc en fait, on apprend à aimer le devoir. C'est pas un devoir sous forme d'obligation. Vers l'amour philosophique, c'est aussi ce que j'appelle lâcher les désirs de la terre pour les désirs du ciel. Dans le sens où nous voulons tous ici être sages, n'est-ce pas? En secret, on le veut tous, je pense. En tout cas, on aspire à une certaine forme de sagesse, une certaine forme de connexion. Voilà, l'âme humaine, en tout cas, aspire généralement à ça. Et on a envie de tendre vers le haut, mais en même temps, on a du mal à lâcher les désirs de la terre. Il y a cette image qui a été... donc c'est une expérience qui est faite avec des singes, qui m'a beaucoup parlé, où lorsqu'on donne 2 bananes à un singe, qu'il en tient une dans chaque main, et qu'on lui tend un régiment de bananes, eh ben, il ne peut pas lâcher les 2 bananes pour prendre le régiment, parce qu'il ne veut pas s'en séparer. Et donc ça, en fait, ça représente nos instincts, nos pulsions, qu'on a en nous, mais en tant qu'homme, on peut aussi les transcender, les dépasser. En tout cas, c'est une voie que je vous propose dans cette conférence. Alors, pour rentrer un peu plus dans le sujet, on va parler maintenant des 4 niveaux de conscience et d'amour. Les 4 niveaux de conscience proposés selon la... Donc là, on va le faire selon les castes indiennes de l'époque antique et qui ont été repris par Jung. Donc, à l'époque, les castes indiennes, c'était des fonctions selon lesquelles était rangée, entre guillemets, la population. Donc il y avait 4 castes principales, et les Indiens, donc pour eux, le niveau de conscience des personnes dépendait de leur fonction. Bien sûr, aujourd'hui, on sait que ce n'est pas le cas, mais à l'époque, c'est comme ça qu'ils le voyaient. Et donc par la suite, Jung a repris ce système de castes pour montrer qu'en fait, ces niveaux de conscience existent à l'intérieur de chacun. Donc le niveau 1, c'est le niveau Shudra. Shudra, c'est le serviteur, que Jung a appelé l'homme biologique. Le serviteur, lui, il a conscience simplement de lui-même. Donc c'est ses besoins et ses intérêts personnels
C'est un petit peu le métro boulot dodo. Je fais mon boulot, je rentre chez moi, je regarde ma série, je bois un coup et je ne pense qu'à mon propre besoin personnel. Le reste, je n'en ai pas conscience. Je veux gagner de l'argent et je veux me sentir bien, moi. Ensuite, il y a le Vaishya, niveau de conscience numéro 2, l'homme socio-culturel. Le Vaishya, c'est le marchand. Donc le marchand, lui, il a conscience de lui-même et de son entourage proche. Et il va chercher une forme d'échange. Je te vends quelque chose et en échange, j'ai quelque chose en retour. De l'argent, un service. Donc lui, c'est une forme d'échange. Ensuite, niveau 3, le Kshatriya, le guerrier, le gardien. Là, c'est le chemin d'individuation, comme l'appelle Jung. Et le gardien, il a conscience de la communauté. Donc lui, il a le sens plutôt du devoir. Il œuvre de façon désintéressée pour la communauté. Et enfin, le Brahman, l'homme transpersonnel, qui est le sage, qui lui a la conscience universelle, la conscience du tout, du un. Et puis en bas, il y en a un que j'aime bien aussi, c'est le Paria. Et le Paria, ce sont les intouchables, c'est-à-dire ceux qui sont en dehors du système de caste, parce qu'ils étaient considérés comme impurs. Et le Paria, c'est un petit peu celui qui est contre la société, mais en fait, qui ne suit pas l'ordre naturel des choses, et donc, finalement, il est simplement contre et finit par s'autodétruire. C'est un petit peu le Gollum du Seigneur des Anneaux, pour vous l'imaginer. Et puis lui m'a beaucoup parlé aussi parce que, en fait, ces niveaux de conscience, quand on les voit, on se dit peut-être qu'on aimerait bien être dans les niveaux du dessus, mais en réalité, on a tous ces niveaux en nous, en tout temps. D'ailleurs, peut-être qu'en les voyant et quand je vous parle, peut-être que vous êtes déjà reconnus dans certains niveaux et à certains moments de votre vie. Il faut savoir que la plupart du temps, nous naviguons entre les niveaux 1 et 2. Et que le niveau 3, c'est un niveau qui peut se pratiquer. Et d'ailleurs, ça a été fait sous cette forme triangulaire par Platon, dont on parlera juste après pour les niveaux d'amour, parce que le niveau 4 serait accessible seulement en passant par le niveau 3. Mais il n'est pas relié au niveau 1 et 2. Donc nous allons voir comment est-ce qu'on peut pratiquer ce niveau 3. Il y a quelque chose aussi qui m'a beaucoup marqué quand j'ai entendu ça la première fois. Pour ceux qui sont peut-être dans une forme de contribution, je pense beaucoup d'entre vous, quand on a cette conscience de plus grand que nous, de la communauté, dans ce niveau 3, il peut arriver qu'on se sente avoir les ailes coupées. Plus d'énergie, plus de sens, on ne sait plus. Et ça fait partie du chemin. Voilà. Et donc en fait, moi j'avais vécu ça pendant une longue période et quand j'ai reçu cet enseignement, ça m'a vraiment permis de connecter à cette période de vie où justement j'ai eu les ailes coupées et de comprendre que ça fait partie du chemin. Et en fait, c'est pour se redécouvrir, pour renaître avec un nouveau souffle à chaque fois et justement continuer cette pratique de ce niveau 3, de cette conscience plus globale. Parce qu'on peut forcément avoir tendance à revenir dans les niveaux 1 et 2 et c'est totalement ok, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. On va maintenant parler des niveaux d'amour qui sont en fait étroitement liés au niveau de conscience. Donc, ces niveaux d'amour ont été... donc c'est Platon qui les a proposés à l'époque de la Grèce antique. Il y a d'abord le niveau 1, le niveau Eros, qui est en relation avec le niveau de conscience 1, et qui correspond à un amour qui répond aux besoins primaires, c'est-à-dire les désirs, le besoin de reproduction, souvent conditionné par le besoin de gratitude personnelle. Donc ça revient au niveau de conscience précédent. Donc c'est vraiment, on répond à nos émotions brutes. Il y a assez peu de conscience émotionnelle et spirituelle. C'est plus instinctif. Ensuite, l'amour storgé, qui lui est un amour qui est transactionnel, sous forme d'échange. C'est-à-dire, on donne, mais on a quand même certaines attentes en retour. C'est un amour qui peut être très généreux, mais qui va quand même dépendre du comportement de la personne, de comment on se sent avec la personne, etc. Il y a toujours quelque chose qui est attendu derrière. Ensuite, l'amour philia, qui lui est l'amour qu'on peut appeler désintéressé et qui est un amour où il y a un engagement beaucoup plus profond.
on voit l'autre tel qu'il est vraiment. On ne cherche pas à le changer et on cherche à œuvrer ensemble. C'est comme si la relation devenait une nouvelle entité qu'on souhaite nourrir. Et enfin, l'amour agapé, que probablement beaucoup d'entre vous connaissent, qui est l'amour universel, où là, on a conscience du tout, on a conscience que chaque chose fait partie du tout, et on a conscience de l'unité. On peut l'appeler, certains l'appellent l'éveil spirituel, donc c'est une des perceptions mystiques. Alors, on va maintenant élaborer un peu plus sur cet amour philia, sur ce chemin d'individuation qui est celui dont je vous parlais et qui est celui qu'on peut pratiquer. En philosophie, on l'appelle aussi l'amitié philosophique. Et donc, je vais vous en parler à travers Jacqueline Kellen, que certains connaissent peut-être. Donc, Jacqueline Kellen qui a écrit ce livre « Aimer d'amitié », et qui, pour elle, l'amitié philosophique dépend de plusieurs choses. Donc, il est tout d'abord fondé sur des vertus. Vertus, qu'est-ce que ça veut dire? Tout à l'heure, je vous parlais des deux premiers niveaux d'amour, 2 premiers niveaux de conscience. Les 2 premiers niveaux sont fondés sur les désirs. Comme je vous disais, c'est plutôt instinctif, ça répond à des pulsions. Et à partir des niveaux 3 et 4, c'est davantage fondé sur des vertus, comme la confiance, la loyauté, l'honnêteté, la responsabilité, qui viennent plutôt de l'âme, plutôt que du personnage, plutôt que de l'ego. Ensuite, une reconnaissance de l'autre pour qui il est vraiment, et non pas par passion ou désir physique. Ensuite, un lien de liberté entre les personnes, c'est-à-dire on est avec la personne pour qu'elle s'épanouisse complètement, et non pas pour créer une forme de dépendance. Ce qu'on veut, c'est sa liberté. Quand on parle du chemin d'individuation, c'est pour qu'elle se réalise complètement. Contrairement à l'amour romantique, qui est souvent marqué par la possessivité ou la dépendance. C'est un amour, donc l'amitié philosophique, qui s'adresse à la qualité morale de l'individu et à son esprit, plutôt qu'à son corps et à sa psyché. On lui confère quelque chose de sacré, toujours au niveau de l'âme. Ce sont des réflexions et des idées partagées. On ne cherche pas à avoir raison, on ne cherche pas à imposer son avis, mais on cherche à se comprendre mutuellement et, comme je vous disais tout à l'heure, à œuvrer ensemble. C'est un amour qui est beaucoup plus stable, parce qu'il est moins soumis aux fluctuations émotionnelles et aux pulsions corporelles. Donc pour conclure, c'est vraiment ce qui compte, c'est qui l'on est, et non ce que l'on représente ou ressent à un instant donné. Elle nous dit « L'amitié n'est pas une relation de dépendance, mais une rencontre entre 2 individus qui se respectent dans leur indépendance. » On parle d'amitié philosophique, et maintenant parlons un petit peu de l'art d'aimer, titre de cette conférence, pour justement suivre sur cette amitié philosophique. Qu'est-ce que ça pourrait être l'art d'aimer? Alors selon Erich Fromm, qui a écrit ce livre magnifique qui s'intitule « L'art d'aimer », l'amour est un sentiment, mais également un art qui nécessite une forme de compétence, une forme de pratique. Comme tout art, cela demande de la discipline. Si vous voulez être peintre, jardinier, peu importe, vous allez y consacrer du temps, de l'énergie, de la pratique pour développer cet art. Donc, on peut prendre l'art de l'amour comme un passe-temps, ou bien, si l'on souhaite avoir une certaine maîtrise, dans ces cas-là, le pratiquer davantage. Ensuite, Erich Fromm, dans l'art d'aimer, nous parle de choisir d'aimer. Comme je vous le disais au début de la conférence, pour l'instant, la plupart d'entre nous, ou en tout cas l'amour dans la société, est une forme d'amour assez passif. On cherche à tomber amoureux. Et là, c'est de vraiment choisir d'aimer. Donc plutôt que être aimé, c'est vraiment pratiquer
cet art. Donc on va le voir après comment le pratiquer, mais c'est de passer de l'amour-objet. En fait, la plupart d'entre nous considérons l'amour comme un objet, comme quelque chose à aimer ou quelque chose par lequel on est aimé, à une faculté. Donc c'est vraiment développer cette faculté d'aimer. L'amour-objet, c'est-à-dire que on souhaite être désirable ou on souhaite désirer. Donc en fait, c'est vraiment comme si on était sur un marché et on doit être désiré pour nos compétences, pour nos potentialités. Et il nous dit une phrase qui peut être assez dure, mais que je trouve magnifique. Ainsi, deux personnes tombent-elles amoureuses lorsqu'elles ont le sentiment d'avoir découvert le meilleur objet disponible sur le marché, compte tenu des limitations de leur propre valeur d'échange. Donc là, on prend une petite claque. Mais c'est assez juste, je pense. Voilà. Donc on est un peu sur le marché de l'immobilier, mais version amour. Il nous parle également du coup de foudre, notamment pour les personnes qui éprouvent une certaine solitude. Et ça, j'ai trouvé ça aussi très beau. C'est très beau et dur à la fois, mais en fait, quand on a une rencontre où d'un coup, on se sent épris d'un sentiment très fort, on se sent éperdument amoureux, en fait, ce qui nous explique, c'est que cette intensité que ces personnes, ou que nous-mêmes, si on l'a vécu, pensons être de l'amour, en fait, ça représente plutôt le degré de solitude que l'on ressent intérieurement. C'est dur aussi. Mais voilà, je vous pose les choses, donc c'est ce qu'il partage. Après, à vous de voir comment ça résonne en vous. Et bien sûr, le sentiment dont je parle, c'est un sentiment qu'il appelle aussi un sentiment éphémère. Hein. C'est-à-dire que ce sentiment très fort que l'on peut ressentir quand on vit un amour assez passionnel finit en principe par retomber et ensuite à se dissiper. Pour lui, l'amour est aussi une maturité émotionnelle et non pas une simple quête de désir ou de validation. Et enfin, c'est une connaissance de soi, un amour de soi. Donc, Erich Fromm parle aussi des 4 niveaux d'amour, mais lui, il ajoute un 5e niveau qui est l'amour de soi, qui place même au-dessus de l'amour filial. Parce qu'il nous dit que ce n'est pas possible d'aimer l'autre tant que l'on ne s'aime pas pleinement soi-même. Alors, nous avons vu les niveaux de conscience, les niveaux d'amour. Nous avons parlé de l'amitié philosophique. Nous avons parlé de l'art d'aimer, un art que nous pouvons développer comme une discipline, comme une pratique. Et nous allons voir maintenant comment pratiquer cet art d'aimer. Alors, je vais vous proposer différentes choses qui, à mon sens, permettent cette pratique. Et également, je vous laisse prendre pour vous ce qui résonnera. Tout d'abord, ce que j'appelle créer de l'espace. Comme toute pratique, si l'on souhaite y consacrer du temps, en tout cas, on a besoin de créer de l'espace dans notre vie, que ce soit à l'extérieur de nous-mêmes ou à l'intérieur de nous-mêmes. Pourquoi à l'extérieur et à l'intérieur ? Parce qu'il y a toujours un lien très étroit entre l'intérieur et l'extérieur. Ils sont toujours étroitement liés. Créer de l'espace à l'extérieur, cela peut être par exemple chez vous. Quand vous êtes chez vous, est-ce que vous sentez certaines lourdeurs ? Est-ce que vous sentez qu'il y a certains endroits que vous pouvez nettoyer, ranger, trier ? Peut-être déplacer des meubles. Est-ce qu'il y a des parties invisibles, comme un garage, une cave, dans lesquelles vous entassez des choses ? Et sans le savoir, inconsciemment, cela crée une certaine lourdeur chez vous. Vous pouvez d'ailleurs vous en rendre compte quand vous faites un ménage, ou quand vous triez, il y a un sentiment à l'intérieur de vous d'espace. Il y a quelque chose qui est plus léger. Créer de l'espace dans vos vies, cela peut être aussi dans vos relations. Est-ce que vous choisissez qui vous voyez ? Est-ce que vos relations vous apportent de l'énergie ? Ou à l'inverse, est-ce qu'elles vous en prennent ? Comment est-ce que vous pouvez choisir vos relations ?
Dans votre métier, est-ce que vous prenez plaisir à faire votre métier? Ou est-ce que votre métier, est-ce que vous avez l'impression d'être tout le temps surchargé, surmené? Donc comment est-ce que vous pouvez aussi créer de l'espace là-dedans, dans ce même métier, ou peut-être changer, voir pourquoi est-ce que, si vous voulez changer, pourquoi est-ce que vous n'y arrivez pas? Et créer de l'espace peut-être aussi à l'intérieur. À l'intérieur, qu'est-ce que ça veut dire? On peut commencer par la respiration. Là, si on prend conscience de notre respiration, peut-être que ça n'a pas été le cas durant cette journée, donc maintenant, si on prend simplement conscience de notre respiration, on peut se dire, tiens, comment est-ce que je respire? Est-ce que c'est plutôt ample? Est-ce que c'est plutôt serré? Est-ce que c'est court, long? Et si maintenant on décide d'amener cet air en bas de notre ventre, dans le bassin, donc consciemment, on ouvre le bassin, on laisse le bas du ventre se remplir. Et on voit que de l'espace physique se crée. On expire, on expire. Et là, on vient de moduler consciemment notre respiration. On peut faire la même chose pour nos émotions, pour nos ressentis corporels. Peut-être qu'on a une tension dans le corps, peut-être qu'il y a quelque chose qui demande à se déployer. Simplement, avec notre présence, on peut créer ce même espace. On peut faire la même chose également avec nos pensées. Quelles sont vos pensées du moment? Est-ce que vous avez des pensées récurrentes qui vous alourdissent ou qui vous élèvent? Est-ce que vous avez conscience de vos pensées? À partir du moment où vous en prenez conscience, vous pouvez à ce moment-là décider de les apaiser, décider de les calmer. On peut faire beaucoup de choses. Ensuite, pratiquer ce que j'appelle l'art de l'observation. Donc, en ayant créé cet espace, cela peut nous permettre d'observer davantage qui on est, d'observer comment on se comporte dans le monde, d'observer nos réactions. Si je suis en relation avec quelqu'un, comment réagit mon corps, comment réagissent mes émotions, mes pensées. Comme si on s'observait à la troisième personne, comme si on se voyait de l'extérieur. S'observer, ça peut être aussi en écrivant. Ça peut être aussi en se donnant des temps d'observation. Peut-être en mettant une alarme, peut-être en mettant quelque chose autour du poignet pour s'en rappeler, pour revenir à la conscience. Tout est une histoire de conscience. La méditation également peut beaucoup aider justement pour apprendre ce sens de l'observation et de la concentration. Parce que dans notre société aujourd'hui, on reçoit beaucoup d'informations, on est très dispersé et on a du mal généralement à rester concentré. Donc cet art de l'observation va de pair avec l'art de la concentration. Être vrai, celui-là je l'adore. Pourquoi est-ce qu'on a du mal à être vrai, authentique? Eh bien tout simplement parce que nous avons peur. En tant qu'être humain, notre besoin vital de connexion nous empêche d'être réellement nous-mêmes. Et nous rentrons dans des cases, nous nous adaptons pour être, pour en gros se sentir connecté avec la communauté. Sauf que, pourquoi est-ce que le secret est si lourd quand on n'est pas nous-mêmes? Tout simplement parce que nous pouvons mentir aux autres, mais pas à notre cœur. Et c'est en nous que la lourdeur s'opère. Savez-vous d'où vient le mot secret? Est-ce qu'il y en a qui savent d'où vient le mot secret, l'étymologie? Secretum. Presque, secretus. Secretus qui signifie séparation. Et en sanskrit, donc ça vient du mot kris qui signifie la séparation originaire des dieux et des hommes. Ce qui voudrait dire que le secret, si on croit que notre part divine est en nous, nous couperait de notre part divine. Voilà, donc... Oui, alors le mot secret... Ça fait parler de Chris, c'est ça? Kris, ouais, c'est la séparation originaire des dieux et des hommes. Alors vous l'écrivez comment? Le Kris, c'est K-R-I-S. Donc c'est grec, c'est ça? C'est sanskrit. C'est sanskrit? Ouais. D'accord, ok, merci. Ouais, avec plaisir.
Voilà, et je vous laisse aussi voir qu'est-ce que ça vous fait en vous quand vous entendez ça. Est-ce que quand je ne suis pas moi-même, est-ce que quand je me mens à moi-même, je me sépare de moi? Et vous voyez où se fait la séparation justement, quand vous ne dites pas la vérité, quand vous n'êtes pas authentique. Il y a d'ailleurs aussi quelque chose que j'aime beaucoup. Dans la Kabbale, il y a des rapprochements numériques entre les mots, et entre le mot secret et le mot vin, donc c'est le même nombre. Il y a une phrase qui dit « Lorsque le vin entre, le secret sort ». Et du coup, pourquoi est-ce qu'on dit ça? D'ailleurs, il y a un autre mot, c'est à Rome, il disait le vin, la vérité. Ouais. Et du coup, pourquoi est-ce que vous savez pourquoi on dit ça? Pourquoi est-ce que quand le vin entre, le secret sort? Quelqu'un tente sa chance? Ouais, et pourquoi ça lâche? On lâche prise. Oui, et pourquoi ça lâche? Pourquoi on lâche prise? Non, l'âme fonctionne et le cerveau ne. Ouais. Alors du coup, je vais vous le dire. En fait, bon, on n'est pas loin, mais c'est parce que l'alcool bloque le neurotransmetteur qu'on appelle la noradrénaline, qui est le neurotransmetteur qui nous prévient du danger. Donc c'est-à-dire que quand on boit de l'alcool, on se sent moins en danger. Et c'est pour ça qu'on peut être plus authentique. C'est parce qu'on n'a plus cette peur de la déconnexion dont je vous parlais. L'amour philia, l'amitié philosophique, se développe aussi en prenant soin. Prenons soin parce que dans le monde, en réalité, tout s'entretient. Si vous voulez qu'une fleur pousse, il faut l'arroser. Si vous voulez qu'un feu reste allumé, il faut mettre une bûche. Si vous voulez que votre jardin soit joli, il faut s'en occuper. Tout est cyclique dans la vie, et c'est la même chose pour vos relations, et c'est la même chose pour la relation à vous-même. Donc comment est-ce que vous pouvez prendre soin des choses qui vous tiennent à cœur? Ça, c'est à vous de les choisir. Et on rentre justement dans cette démarche d'un amour actif et non passif. Prendre sa responsabilité. J'en ai parlé tout à l'heure. Dans les niveaux 1 et 2 de conscience, on a toujours tendance à remettre la faute à l'extérieur. On accuse toujours l'autre, on accuse toujours le monde. Et moi-même, je le fais encore beaucoup. C'est-à-dire, je ne sais pas, je vais arriver en retard, je vais dire « Ah, mais c'était à cause de ça, parce que le bus, il arrive en retard. » Oui, mais en fait, c'est reprendre sa responsabilité. Qu'est-ce que j'apprends de ça? Comment est-ce que je peux faire différemment pour que ça me convienne? Donc c'est ça, prendre sa responsabilité. Et si vous commencez à mettre de la conscience dessus, vous verrez que ça peut arriver assez souvent qu'on rejette cette responsabilité en dehors de nous. Et à partir du moment où on le fait, on perd le contrôle sur cette responsabilité. C'est-à-dire qu'on ne peut plus agir dessus. Donc là, c'est vraiment redevenir maître de soi-même. Se rencontrer. Se rencontrer, c'est-à-dire rencontrer toutes nos parts. Et même celles qu'on ne veut pas voir. Surtout celles qu'on ne veut pas voir. Donc c'est voir ce que l'on fuit. Que cherche-t-on à fuir? En fait, dans notre vie, bien souvent, on pense qu'on cherche à atteindre quelque chose, mais en réalité, on cherche à fuir des choses qu'on ne veut pas vivre. On ne veut pas vivre l'échec, on ne veut pas vivre la mort, on ne veut pas vivre le manque, on ne veut pas vivre l'abandon, etc. Et donc, on va mettre en place tout un tas de stratégies pour ne pas vivre ces émotions, pour ne pas vivre ces événements. En réalité, c'est ces émotions, parce que chaque événement nous déclenche des émotions qui sont les seules choses qu'on ne veut pas vivre. Mais à partir du moment où on s'y confronte, donc là, c'est ce que je disais, transformer les problèmes en épreuves, c'est d'aller voir ces choses qui nous font peur. C'est ce qu'on apprend aussi dans cette école, parce que lorsqu'on va les voir, du coup, ça active ces émotions et ça nous permet d'apprendre à les canaliser, d'apprendre à les maîtriser et de voir qu'en fait, derrière chaque peur, en fait, c'est de l'amour. Comme dit le philosophe Jean Vanier, la sagesse, c'est l'art de bien vivre les conflits. Et un que j'aime beaucoup également, pratiquer le don désintéressé.
Parce que si on ne le pratique pas, très souvent, lorsqu'on donne, en fait, on attend quand même un petit quelque chose en retour. Si on est vraiment honnête avec nous-mêmes. Donc, cette école, c'est ce qu'on fait beaucoup dans cette école, hein, c'est une école de ce qu'on peut appeler du karma yoga. C'est pratiquer ce don désintéressé. Vous pouvez le faire de différentes manières. Donner du temps, aller œuvrer pour aider des associations, aller dans la rue pour sourire à des gens. Il y a vraiment énormément de manières de le faire. Personnellement, c'est quelque chose que j'ai beaucoup pratiqué, notamment via un projet que j'ai créé. Et je me suis rendu compte que même en pratiquant ce don désintéressé, il y avait quand même une petite part de moi, d'ego, qui voulait quand même s'en emparer. C'est-à-dire, je suis quand même utile. Mais c'est qui veut être utile? Et donc, voilà, c'est en pratiquant, on se rend compte de plus en plus de cette part qui cherche à être utile, qui cherche à faire quelque chose d'important, qui prend petit à petit moins de place et qui finalement devient de plus en plus désintéressée. Alors, on a fait un petit tour de l'art d'aimer. J'avais envie de terminer cette conférence, puisque nous sommes la Saint-Valentin, et puis que moi, personnellement, quand j'ai appris tout ça, je me suis dit, oui, d'accord, mais c'est bien beau l'amitié philosophique, mais dans une relation de couple, comment on fait pour l'intégrer cette relation désintéressée, enfin, c'est quand même... c'est pas évident. Donc, comment intégrer cette amitié philosophique dans notre relation de couple romantique? Et bien, tout d'abord, en choisissant de s'engager dans la relation, au-delà du simple désir ou confort personnel. Comme je vous le disais, c'est voir la relation comme une troisième entité et de choisir de la nourrir, cette relation. Ensuite, en proposant un espace de sécurité dans lequel on peut se livrer complètement, authentiquement, sans craindre de dire qui l'on est. C'est hyper important de le faire avec la personne. En développant l'écoute active, c'est-à-dire sans chercher à conseiller, sans chercher à avoir raison, sans chercher à transposer sa réalité sur l'autre. Il y a un proverbe que j'adore, un proverbe indien qui dit « Si l'on a 2 oreilles et une bouche, c'est pour écouter 2 fois plus que l'on ne parle. » Le soutien mutuel. Le soutien mutuel, c'est-à-dire même dans des périodes difficiles, quand ça ne va pas, même quand il y a des conflits, faire en sorte d'essayer de se comprendre le plus possible, de partager et une compréhension, arriver à une compréhension mutuelle. Accepter l'autre tel qu'il est, sur tous ses ombres, et voir dans la différence la richesse, et d'éprouver de la gratitude pour ce qui est déjà là, plutôt que mettre l'accent sur ce qui manque, sur ce qu'on pense qui manque, parce que c'est toujours une projection que l'on fait. Mais ce qu'on pense qui manque chez les autres, c'est en réalité ce qui nous manque chez nous. Comme je vous le disais, tout est résonance, tout est lié entre l'extérieur et l'intérieur. Être pleinement responsable de ses émotions, de ses pensées, de ses agissements, afin de ne pas compter sur l'autre pour nous combler et pour nourrir cette relation. Donc ça demande de prendre sa responsabilité, comme je vous le disais tout à l'heure. En permettant à l'autre de se déployer librement. Parce que bien souvent, ce qu'on pense être de la compassion, quand on pense aider l'autre, en fait, c'est du pouvoir sur l'autre. Parce que tant que, en fait, on cherche à ce que l'autre ait une forme de dépendance, et c'est inconscient, ce n'est pas de la vraie compassion. Et ça, pareil, on peut mettre de la conscience dessus. Tiens, quand je l'aide, est-ce que c'est vraiment pour l'aider à le faire grandir, ou est-ce que derrière, j'attends quelque chose? Et enfin, bien sûr, pratiquer. Puisqu'on parle de l'art d'aimer, c'est prendre vraiment, dédier du temps, consacrer de l'énergie pour cela, et vraiment avoir cette envie de le pratiquer si vous aussi, vous voulez être maître en l'amour. Il y a quelque chose, il y a une phrase que j'aime beaucoup, qui moi m'a beaucoup aidé, c'est une question que vous pouvez vous poser dans n'importe quelle situation de vie. Que ferait l'amour dans cette situation? Et ça m'aide énormément personnellement. Donc si ça peut aussi vous parler.
Et je vais finir en vous laissant sur cette magnifique phrase de Georges Livraga. « Élargis ton âme, chasse les nuages, sois un migrateur céleste sur les mers de l'amour. » Voilà pour moi. Je vous remercie. S'il y a des questions, on a un peu de temps pour les questions. Je suis tout oui. Une question. Ouais. Je veux bien savoir qui est votre sensei et quel est votre enseignement. Alors, j'aime bien cette question parce que j'ai souvent ce genre de conversation avec mon sensei et la relation discipulaire. Alors, je ne sais pas si c'est encore totalement établi pour moi, mais je pense qu'on pourrait dire que c'est Olivier, c'est le directeur qui a parlé tout à l'heure. En tout cas, c'est lui qui me transmet, qui me transmet le plus de choses ici, j'ai envie de dire. Voilà. Bravo Olivier. Et alors, j'ai une question. Ouais. Qu'est-ce qui vous a poussé à cette initiative de chercher l'art de vie? Alors, pour être très franc, c'est parce que je voulais faire une conférence et que c'est tombé le jour de la Saint-Valentin. Alors, et en vrai, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Moi-même, dans ce que je fais, dans mon métier à côté, j'accompagne les gens justement dans ce développement de l'amour de soi. Tout simplement parce que je ne m'aimais pas pendant une longue période de ma vie et parce que j'ai fini par réussir à le reconnaître, parce que c'est déjà la première chose, de reconnaître où on en est dans sa vie. Ce que je disais, c'est l'observation. Et à partir du moment où on peut l'observer, eh ben, on peut agir dessus. Donc j'ai entamé ce chemin d'amour de moi-même depuis quelques années maintenant. Et c'est vrai que c'est un chemin qui me passionne. Je pense que j'ai vraiment envie d'être maître dans l'art d'aimer. Voilà. Bravo. Bravo. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce que vous sentez votre cœur grand ouvert ? Pour aller plus loin sur ce sujet, il y a les 2 livres que tu as montrés. Est-ce que tu as d'autres sources d'informations? Alors moi, il y a une source d'information que je n'ai pas partagée, mais c'est des livres sur l'amour, il y en a beaucoup. Mais après, moi, c'est plutôt au niveau de la pratique, c'est-à-dire vraiment d'intégrer des choses au niveau du corps, pas seulement de lire. Parce que du coup, moi-même, j'accompagne des gens dans des formes de libération émotionnelle, des choses comme ça. Et donc là, j'ai pas parlé de cette approche qui est une approche aussi énergétique. Donc, dans les traditions orientales, on a des canaux énergétiques, autrement appelés les chakras, on a des méridiens énergétiques. Donc, ce sont des choses que je pratique aussi. Et le centre du cœur est en fait le centre par lequel on ressent vraiment cet amour. Et en réalité, l'amour est toujours là. Nous sommes tous amour. Quand on est enfant, les enfants sont traversés par l'amour. Donc c'est plutôt apprendre à enlever ce qui bloque, ce qui masque cet amour en nous. Donc là-dedans, j'aurais plutôt tendance à te proposer certaines formes de pratiques, par exemple, soit en étant accompagné, si tu en pourras en parler tout à l'heure, ça peut être des pratiques de respiration, ça peut être des pratiques de libération émotionnelle qui vont te permettre intérieurement de vraiment libérer des choses pour le ressentir dans le corps. Parce que ça passe vraiment par le corps, pour moi, par l'être tout entier. Ouais. Il y a Virginie qui dit que l'amour est exigence. Qu'est-ce que vous dire dessus? Est-ce que ça se justifie ou non? L'amour exige. Par exemple, oui, en fait, c'est un peu comme... ouais. Qui éduquent leurs enfants, ils exigent. C'est avec amour, mais voilà. Oui, alors moi, je le vois vraiment dans le sens de, comme je vous l'ai dit au début,
de passer des désirs au devoir. Parce qu'en fait, moi, la première fois que j'ai entendu ce mot devoir, en fait, ça sonne assez dur pour moi. Et quand tu me dis exigence, dans un premier temps, ça pourrait sonner dur. Mais maintenant, je le vois plus comme apprendre à aimer l'exigence. C'est-à-dire, en fait, ça dépend d'où vient cette exigence. Ça dépend ce qu'on choisit de nourrir avec. Et c'est-à-dire, à partir du moment où on choisit, alors si c'est une exigence de quelqu'un sur quelqu'un d'autre, c'est différent. Dans ces cas-là, c'est à la personne de poser sa limite Mais je veux dire, si c'est une exigence envers nous-mêmes, une exigence d'aimer, ben c'est la même chose. C'est consciemment, qu'est-ce que je choisis de faire, qui je choisis d'être. Et dans ces cas-là, oui, j'ai une forme d'exigence envers moi-même parce que c'est ce que j'ai choisi. Et donc, j'apprends à aimer cette exigence. Et du coup, ça devient léger. Voilà. Ça répond à la question? Okay. Ouais. Oui, voilà. Le premier pas de l'amour, c'est la rencontre. Est-ce que tu pourrais nous parler plus en détail de la rencontre? En tout cas, comment tu la vis, toi? Bah, la rencontre, là je pense au coq ou au pan, effectivement, j'ai envie de dire, c'est le moment où on a envie de sortir tous nos atouts. Hein. Et d'ailleurs, on le voit chez les animaux, hein, et notamment chez les oiseaux. Il y a énormément d'oiseaux qui font des danses, vraiment des choses magnifiques hein, pour approcher l'autre. Donc, j'ai envie de dire, soyons cléments avec nous-mêmes. On est sur un chemin spirituel ou un chemin d'amour. Donc, pour moi, la rencontre, c'est quelque chose qui peut être à la fois très beau et à la fois un peu challengeant, si on peut dire, parce que ça met en avant toutes nos qualités, mais en même temps, on a encore plus peur de montrer nos défauts. Donc, c'est apprendre vraiment pas à pas à être authentique. Pour moi, c'est vraiment ce qui peut vraiment changer complètement la relation et même la première rencontre. C'est d'essayer de se montrer le plus possible tel qu'on est vraiment et de même le faire comme un jeu. Ah, puis il y a un truc, on se dit ah bah tiens, peut-être qu'en ce moment j'ose pas lui dire que je traverse une période difficile ou que j'ai pas beaucoup d'argent, machin, et dire bah tiens, je vais prendre une chose et là je lui dis. Et voilà, c'est vraiment pas à pas et en fait ça débloque des choses merveilleuses. Parce que l'autre se sent pouvoir être soi-même aussi, et ça crée, ce que je disais tout à l'heure, cet amour filial en fait. On nourrit cette relation plutôt que céder à nos pulsions. Est-ce que la plus belle des rencontres, c'est pas la rencontre avec nous-mêmes justement, pas la rencontre de l'autre? Alors pour moi, c'est effectivement, comme disaient Eric Fromm et Jacqueline Kellen, on peut pas aimer l'autre avant de s'aimer soi-même. Mais alors, moi je dirais qu'en fait c'est vraiment ça va de pair, ça se fait vraiment en simultané. Parce que en fait, nous existons qu'en relation avec ce qui nous entoure. En fait, sans ce qui nous entoure, on ne pourrait pas savoir qu'on existe. Ne serait-ce qu'en fait, les pieds sur le sol, le frottement de l'air fait que tu sens que tu existes. Donc en fait, justement, c'est grâce à l'autre qu'on va pouvoir apprendre à s'aimer soi-même aussi. S'il y a rien qui te renvoie quelque chose, tu ne sauras pas quoi aimer. Donc ça va toujours de pair. Oui, toujours une réciprocité. Ouais, c'est ça. Et ça marche avec la relation de couple, mais aussi avec toute forme de relation. D'ailleurs, ce que je vous ai partagé pour la relation amoureuse, bien sûr, ça marche dans toutes les relations. Excusez-moi. Oui. Du coup, on n'a pas abordé ce que vous parlez des rencontres, le côté hormonal. Ouais. La fameuse rencontre qui n'est pas du tout justement émotionnelle, mais qui est plutôt hormonale. Et puis la vision, on parle de sagesse et les moments de la rencontre, on ne parle pas de sagesse, mais on parle juste de cette fameuse tendance à faire le pan et faire la cour d'une façon plutôt animale. Ouais. Et je pense que ce moment est très important aussi, hein, malgré le fait que vous avez expliqué plutôt sage et puis essayer d'accéder à la vérité de la vraie rencontre et de l'amour. Je pense que dans cette rencontre, il ne s'agit pas de ça en fait. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, par rapport à la rencontre hormonale, en fait, comme je disais tout à l'heure, ça répond... La première rencontre, ouais. Vous voyez quelqu'un qui peut vous attirer, à mon sens, je pense que c'est uniquement hormonal, mais peut-être que je me trompe.
Non, non, pas du tout, parce que en plus, c'est en biogénétique qu'ils ont vu ça, mais en fait, il y a vraiment quelque chose d'hormonal qui s'opère effectivement dans une rencontre pour favoriser l'évolution des espèces. Donc je veux dire, pour moi, ça marche de la même façon pour nous, je pense. C'est-à-dire si on est attiré par une certaine odeur, une certaine énergie, etc. Après, il y a bien sûr le conditionnement sociétal, hein. Donc c'est aussi en apprenant à se connaître qu'on peut faire la différence, mais je pense qu'il y a aussi une part hormonale. Ensuite, ça peut aussi fortement activer les pulsions. Et comme je disais tout à l'heure, les pulsions, en fait, nous, si on parle de règne, par exemple, en philosophie, il y a le règne minéral, animal, enfin, minéral, végétal, animal et humain. Et en fait, du coup, ce qu'on apprend en philosophie, c'est que nous, on fait partie du 4e règne, et en fait, qu'on intègre tous les autres règnes à l'intérieur de nous. Donc, aussi le règne animal qui vient avec ses pulsions et ses instincts. Mais en tant qu'homme, on peut aussi le transcender. Donc, c'est petit à petit, pareil, voir si on réagit uniquement à nos pulsions, à nos instincts, et dans ces cas-là, à partir du moment où on en a conscience, comment est-ce qu'on peut le transcender petit à petit, mais toujours, voilà, en y allant tranquillement. On n'est pas là pour se faire du mal non plus. Donc, profitons aussi de ces rencontres hormonales et en mettant peut-être un peu plus de conscience après cette conférence. J'ai un peu fêté le romantisme de notre belle conférence. Non, c'est très bien. Je pense que c'est une question qui parlera à d'autres. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'on peut apprendre à aimer n'importe qui? Ouais. Ouais, en fait, je pense qu'en fait, tout ce qu'on n'aime pas, c'est quelque chose qu'on n'aime pas chez soi. Donc, si on juge quelqu'un stupide pour avoir fait, pour une certaine réaction, c'est parce que nous-mêmes, on se jugerait stupide d'avoir cette réaction. Et ça marche toujours en résonance. Donc, à partir du moment où on apprend à aimer ça chez nous, on pourra l'aimer chez l'autre. Et d'un point de vue amoureux? Alors là, du coup, on rejoint la question de hormonale. Ouais, c'est une bonne question. Honnêtement, moi personnellement, j'en suis pas là. Ouais, moi j'en suis pas là, et je me suis déjà posé cette question, mais je pense qu'en fait, à ce niveau-là, je pense qu'on parle même plus de relation romantique ou de relation de couple. Je pense qu'à ce niveau de sagesse, en fait, on est en relation avec tout ce qui nous entoure de manière égale, pour moi. Donc, je sais pas. Non, c'est peut-être un peu trop loin. Ah oui, je pense que c'est loin. Ouais. mais c'est pour ça que je parle d'un chemin. Pour moi, c'est vraiment l'amour. Pour moi, c'est vraiment un chemin. Et si on le vit de manière absolue, comme on disait le niveau 4, niveau Brahman ou sage. Qu'on est un être réalisé, ben peut-être qu'après on a un autre rôle quoi, dans cette incarnation. En tout cas, ouais. Oui. Tu parles du niveau 4. Est-ce que, à ton avis, c'est plus facile de l'atteindre seul ou de l'atteindre en étant en couple? Pour répéter, j'ai pas entendu. Yuval parlait du niveau 4 qu'on peut tous atteindre. Est-ce que c'est plus facile ou est-ce qu'on peut l'atteindre seul ou est-ce qu'il vaut mieux être en couple? En fait, le couple, c'est pareil, c'est vraiment un conditionnement. En fait, le couple, il y a un bouquin que j'aime beaucoup qui s'appelle Terre 2. C'est TE2R espace 2. Et en fait, qui parle d'une terre potentielle d'ici des dizaines, centaines d'années, mais qui est un livre vraiment très chouette et où il parle du couple. Et en fait, il dit que le couple, ça peut être 2 personnes, mais ça peut être aussi 4, 5 personnes qui habitent ensemble, parce que le niveau de conscience est beaucoup plus grand sur cette terre. Et donc, il y a beaucoup moins de possessivité, de jalousie, etc. Donc en fait, nous, ce qui nous empêche, ce qui nous retient à 2, c'est parce qu'en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a peur de perdre, on a peur d'être seul, etc. Donc en ce sens, pour moi, je dirais pas que ça aide ou pas, tu vois. Ça dépend vraiment de notre conscience, de notre niveau de conscience. Et le niveau de conscience, il est tel qu'il est dans l'instant T.
Et il peut se développer si on décide de justement mettre de la conscience dessus, si on décide, comme je disais, de le pratiquer. Donc de le pratiquer, ça peut se faire sous toutes les formes pour moi. Tu peux atteindre l'agapé tout en étant Ouais. n'étant pas dans une relation. Oui, pour moi, complètement. Parce que, en fait, la relation de couple, c'est quelque chose d'assez... la relation de couple, c'est quelque chose d'assez conditionné quand on se dit « je suis en couple avec quelqu'un ». Enfin, c'est... Je veux dire, on peut décider d'être en couple ou on peut décider d'être en couple avec 10 personnes. En fait, il y a même des cultures où c'est le cas. Donc, c'est conditionné. Donc, ce qui est conditionné, c'est pas qui on est vraiment. Ça reste inconditionnel. Ouais. Une question. Dans une famille de plusieurs enfants, Ouais. comment on peut comprendre l'amour d'un père ou d'une mère qui aime plus l'un que l'autre? Je n'arrive pas à comprendre cette différence. Moi, je n'ai qu'une fille, donc c'est pas difficile pour moi. Ouais. Mais pour ceux qui en ont au statut de fils, on voit bien les différences qui se pratiquent. Le père, il va préférer le fils ou la fille, enfin, vice versa. Et c'est pourquoi cet amour qui n'est pas, pour moi, il n'est pas juste. Comment le quantifier? Comment... C'est ce que je disais, en fait, c'est un amour qui correspond complètement aux attentes de la personne. C'est-à-dire que c'est un amour qui est dans les niveaux... Mon enfant, c'est leur enfant. Et oui, mais c'est pas parce que c'est l'enfant qu'il n'y a pas de... Tu peux être dans les niveaux 1 et 2, même si c'est ton enfant. Ouais, pour moi, c'est pas parce que c'est ton enfant que tu es forcément dans des niveaux supérieurs. C'est justement un enfant, ça arrive souvent par exemple chez les mères-filles, que la mère soit jalouse de la fille. Et c'est parce que ça vient activer justement ces choses-là dans les niveaux 1 et 2. Donc c'est ça. Pour moi, c'est vraiment propre à la personne. Elle croit aimer, mais en réalité, c'est pas vraiment de l'amour. C'est justement ce que je disais. C'est que ça répond à des attentes ou à des besoins, des normes ou des normes sociétales auxquelles elle a adhéré sans s'en rendre compte. Et qui n'ont pas été encore défaites. D'ailleurs, quand je parlais des niveaux, j'avais envie de dire, mais par exemple, une image qui est assez parlante, c'est les hommes politiques aujourd'hui sont souvent dans les niveaux 1 et 2. Et c'est pour ça que le monde est aussi tel qu'il est aujourd'hui. C'est parce que pour beaucoup, ils servent leur intérêt propre ou l'intérêt de proches. Et dans ce livre Terre 2 dont je vous parle, justement, ceux qui remplacent les hommes politiques d'aujourd'hui, ce sont plutôt ceux qui sont au niveau 4. Et donc, ça change tout le fonctionnement du système. C'est le Terre 2 de Sylvain Didot. Ouais, c'est ça. Ouais, de Sylvain Didot. Ouais. Ah ouais. Ouais. Et la société d'aujourd'hui est en train d'évoluer assez rapidement avec l'émergence de l'IA et ainsi de suite. Est-ce que les formes d'amour sont aussi en train de changer assez rapidement? Est-ce que le couple d'aujourd'hui va être le couple de demain? Alors, je ne sais pas si on peut le mettre en relation avec l'IA, parce que pour moi, l'IA, c'est un outil, mais... C'est les composantes de la société actuelle qui est en train d'émerger. Oui, mais pour moi, c'est pas plus différent. Enfin, c'est pas plus différent que justement quand je parlais du conditionnement sociétal, de tout ce qui est le mariage, le statut social, les réseaux sociaux, les applications de rencontres. Tu vois, l'IA, pour moi, ça va être juste une chose supplémentaire et qui fait que justement, ça va être, quand je disais au tout début de la conférence, l'amour vu dans la société aujourd'hui, c'est un amour qui, pour moi, est conditionné. Mais ça ne change pas du tout l'approche qu'on peut avoir de l'amour pour soi-même et pour l'autre en parlant de l'amour filial, en parlant d'un amour plus grand. Ça répond. Donc pour toi, l'émergence de ces technologies, elle n'a aucun impact sur notre manière de voir l'être humain? Ça change pas? Tout a de l'impact. Hein. Je veux dire, si je bouge ma main comme ça a un impact. Même à l'infini. Hein. On ne sait pas quand ça s'arrête. Donc ça a un impact. Mais pour moi, en fait, l'amour tel qu'on l'entend, l'amour filial ou l'amour absolu, pour moi, c'est le tout et le rien à la fois. Donc pour moi, c'est inchangé, quoi qu'il se passe. Et d'ailleurs, l'intelligence artificielle naît de cet amour aussi. Elle n'est pas dissociée. Donc on pourrait même dire que c'est aussi de l'amour à un certain niveau, si tu veux. Mais après, c'est pour ça que pour moi, ça ne peut pas impacter cet amour qui, lui, reste inchangé.
Oui, voilà, ça peut impacter dans les rencontres, bien sûr. Qui reste le support de l'amour, mais en fait, ça impactera les relations qu'on peut avoir. Et étant donné que c'est nos relations qui. Tu peux parler plus fort, s'il te plaît. Étant donné qu'il y a impactera nos relations ou impacte notre relation d'une certaine manière, je pense que on aura tendance à avoir de nouvelles formes d'amour. Moi, je te rejoins sur la question. Ouais, étant donné que la relation est le support de notre rencontre avec l'amour. Et l'amour, comme tu le disais, est propre à chacun. Donc je pense que moi, en tout cas, si je peux me permettre, je pense que l'IA aura une incidence sur les formes d'amour qu'on peut voir aujourd'hui. Oui, alors en fait, ça dépend ce qu'on appelle amour. Ça dépend. C'est pour ça que du coup, je te rejoins sur le fait que c'est l'amour de chacun aussi. Alors, ça dépend justement si on parle de l'amour dans, je vais dire niveau 1 et 2 pour que ça soit plus facile de voir, ou si on parle de l'amour des niveaux 3 et 4. C'est-à-dire qu'en fait, ce dont tu parles, pour moi, ça va plutôt changer les relations. Et ce que toi, du coup, de ton point de vue, tu vas considérer comme l'amour. Mais parce que du coup, ça va être un amour plutôt conditionné. Hein, c'est pas, il y a rien de voilà, mais je veux dire, on le vit tous. Et dans ces cas-là, oui, ça va changer ces formes d'amour conditionnées, dans le sens où ça va changer les formes de relations. Oui, j'entendais la question comme ça. Du coup, ouais, ça te parle plus là ou... Enfin après. En fait, moi, ça me parle totalement. Enfin, je suis d'accord et avec ce qu'aujourd'hui, justement, notre société peut nous montrer comme amour, enfin, ce qu'on peut voir dans les films et tout. Et j'ai le sentiment qu'on va voir de nouvelles choses dans des films. Et qu'à la fois, on va le ressentir aussi chacun individuellement. De nouvelles formes d'amour, comme ce que tu peux. Oui, dans ce sens-là. Dans Terre 2 tout à l'heure, et que peut-être on sentira qu'on peut aider plusieurs personnes d'une manière égale, parce qu'on aura là plus aussi de ressources pour pouvoir cultiver et des exemples de niveau 4, de 3 et 4. Ok, ah oui, dans ce sens. Oui, probablement dans ce sens aussi. Ouais, merci pour ta remarque. Merci à toi de nous apporter, de nous éclairer sur un thème qui nous fascine tous. Mais avec plaisir. Avec grand plaisir. Je pense qu'on peut clôturer sur ça. C'est ok pour tout le monde? Ça vous va? Ouais. Merci beaucoup. Bon, c'est pas le bouquet pour Yuval, mais c'est pour une fleur pour une rose pour chaque dame.